Garaoud, tu rejoins ce que tu comprends être là où les gobelins se sont retrouvés. Ce n'est plus le même endroit que, la dernière fois. Tu comprends que les gobelins, en fait, ont fui l'endroit où ils étaient et qu'ils ont dû se replier énormément, ce qui est logique étant donné le nombre très faible qu'ils étaient. Tout le long du chemin où tu remontes les champs en direction de ce que tu déduis être l'endroit des gobelins, tu vois des cadavres de soldats transpercés par des flèches. Et tu remarques que ça a vraiment été une lutte particulièrement intense. Et la piste remonte très rapidement jusqu'ici, à cette maison qui est en partie en flammes, parsemée de cadavres de soldats. Moins que ce qu'il aurait pu y avoir, étant donné les effectifs qui leur couraient après. Que fais-tu ? Garud va chercher ses compagnons et va donc s'avancer et regarder à l'intérieur de la maison. Pardon, je regarde n'importe quoi, qu'il n'y avait pas. Et regarder à l'intérieur de la maison si il y trouve ses compagnons. Oui, en effet, tu les trouves. Et tu peux voir ici, par exemple, celui qui répondait au nom de Mjork. Et un tout petit peu plus loin, ceux qui répondaient au nom de Lorsk et de Ryork. Et qui gisent comme cela, sans vie, sur le sol de cette bâtisse qui n'est même pas une bâtisse gobeline. Il va regarder au sol, n'ayant pas au premier d'abord vu le corps gisant de Mjork, et va rester un peu immobile, un peu comme transi, et en relevant doucement la tête, il va voir justement les corps de Lorsk et York, et dans un silence pesant où il n'y reste que lui, le vent et le crépitement des flammes, il va continuer à avancer vers cette maison en ruine. Et chercher s'il y a des survivants. Tu cherches, et partout où que tu cherches dans cette maison, tu n'y vois que la mort et la destruction. Dans une bataille véritablement épique, terrible, une bataille qui a opposé à peine 10 de tes confrères gobelins à plus d'une centaine de fantassins armés. Une bataille qui a été intense, qu'ils ont menée, tu le sais, jusqu'au bout. Et qui certainement ont été, on va dire, sauvés entre guillemets par le repli, par la débandade du reste de l'armée. Et malgré tout le courage, malgré toutes les dispositions, les capacités qu'ils ont pu déployer, tu constates un après l'autre, la mort de tes camarades gobelins. À l'exception de cette porte qui est la seule qui est fermée. En fait, genre là, du coup, au fur et à mesure qu'il voit ça et qu'il comprend, il y a beaucoup d'émotions qui fusent en lui, et pourtant il semble transi de calme, mais ce n'est qu'une expression de choc qui lui est affligée. Et il va continuer à espérer malgré ce silence, malgré cette évidence qu'il voit, qu'il y peut avoir au moins une personne qui est survécu. Est-ce qu'il a pu voir son chef ou pas d'ailleurs? Non, pas vu ton chef. Dans tout ça. Toujours pas, mais j'imagine que là c'est déjà une bonne partie de mes compagnons qui... Oui, il enjambe. Tu enjambes le corps de tes camarades gobelins en évitant de leur marcher dessus. Et tu constates cette porte qui est fermée, qui est en partie brisée, mais il y a quelque chose derrière qui empêche d'ouvrir. Quelque chose comme une forme de barricade. Ici. Dans ce cas, il va poser la main sur cette barricade et la caressant de la main avant de frapper contre elle. Et va dire: les amis, vous êtes là? Répondez. Garaoud, c'est vous? Et tu reconnais la voix de Mathilde. La voix de Mathilde.
l'archère, la chasseuse comment archère qui a entraîné notamment les gobelins à l'archerie. Ah, je vois. Il va dire dans ce cas, pensons, ouvrez la porte, vite. Oui. Attendez quelques instants. Et tu entends des bruits d'effondrement, d'écroulement, des choses, des planches qu'on enlève, etc. Et au bout d'un moment, la porte s'ouvre, laissant découvrir Mathilde et Morsk, qui est ton chef. Mathilde qui est ensanglantée, et Morsk également, mais il te faut pas beaucoup de temps pour comprendre que Mathilde est blessée, mais son pronostic vital n'est pas engagé, tandis que celui de Morsk est très clairement critique, et que la vie est en train de le quitter. Garaoud, nous avons réussi. Tous les soldats sont partis. Et en voyant même Morsk, son leader, en train de mourir, il va à peine répondre à Mathilde et va dire oui, et va foncer vers Morsk pour aller t'enlever des dégâts et essayer tout ce qu'il peut pour tenter de faire en sorte qu'il s'accroche à la vie, le peu de vie qui lui reste, sortant de sa besace tout ce qu'il a et tenter de le sauver. Malheureusement, les compétences gobelines peuvent avoir leurs vertus, mais sont très limitées par rapport à des sorts de thaumaturgie ou à ce que peuvent faire par exemple des corbeaux, des médecins de profession. Et tout ce que tu pourras faire sera insuffisant pour sauver la vie, tu le comprends très vite, de Morsk. Tu pourras le temporiser un moment, mais sa vie malheureusement est bien condamnée. Et voyant qu'au fur et à mesure que tu prodigues tes soins, Mathilde remarque en fait l'expression de ton, pas de ton visage vu que tu es masqué, mais on va dire la panique que tu exprimes. Elle te dit en se tenant une de ses blessures, de ses nombreuses blessures d'ailleurs, ils nous ont combattus jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, Garaoud. Ils se sont battus jusqu'au bout, ils n'ont rien lâché et ils m'ont protégé. Et Morsk m'a protégé. Si je suis encore en vie, c'est grâce à lui. Tu as Morsk qui se met à tousser en tenant. Vraiment, c'est une posture un peu affligeante, quoi. Il est vraiment en boule comme ça, en train de se tenir de multiples blessures. Vraiment, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Et il laisse comment exprimer des bruits de douleur, de contraction, de douleur qu'il essaye de retenir. Et il essaye de t'appeler, de dire Garaoud. Dans ce cas, voyant que peu importe les moyens qu'il utilise, peu importe ses efforts, il n'y arrive pas. Il le sait, même s'il refuse de la mettre, il ne peut rien faire pour ce qui a été son ami. Il va lui saisir la main fortement et va dire Morsk, qui fait-il? Garaoud, tu es le dernier de peuple gobelin, de notre peuple à nous. C'est toi le chef maintenant. Toi, faire promesse à peuple gobelin et à ami gobelin, mort pour guerre humaine. Visiblement, il attend une réponse. Mais Morsk, je n'ai jamais été là pour être chef. Je ne suis que l'intermédiaire entre nous et les esprits. Comment veux-tu que... Toi, pas avoir choix. Toi, le dernier. Gara, écoute Morsk, une dernière fois. Toi, devoir promettre que toi, jamais faire confiance aux humains. Et lorsqu'il dit ça, il éclate en sanglots. Sanglots qu'il essaye de retenir, alors que sa vie est en train de s'en aller et de quitter son corps. Définitivement, tu le sais.
J'aimerais d'abord savoir si Mathilde répond de quelque chose. Et ensuite, Mathilde, elle est épuisée, fatiguée, elle en peut plus, elle est blessée. Elle est très attristée de la scène qui se passe devant elle. Tu penses qu'elle a vu beaucoup de choses. Quelque part, tu t'en veux de ne pas avoir vu ce qu'elle a vu parce que c'est ton peuple. Et face à ce que dit Morsk, elle ne peut rien faire d'autre que baisser les yeux avec ses yeux qui sont humides de larmes et de culpabilité. D'accord. Dans ce cas, après que la main de Morsk ait glissé sur celle de Garwood, n'ayant plus aucunement la force d'exercer une emprise sur la sienne, il va rester silencieux. Ses muscles vont se contracter, sa gorge se serrer, et ses bras vont tomber. En reculant de quelques pas sur le lit, jusqu'à presque tomber sur le lit, va dire: Humaine, je pourrais très bien soigner vos blessures, mais en l'état, vous feriez mieux de partir avant que je vienne les aggraver. Laissez-moi seul. Je vois qu'elle aimerait ajouter quelque chose. Elle aimerait pouvoir ajouter quelque chose. Et visiblement, elle pense que c'est pas le moment. Et elle acquiesce, elle accuse le coup et s'en va. En tout cas, sort de la pièce. Au moment où tout ce qu'elle te dit, c'est en quittant la pièce. Tout ce qu'elle te dit en quittant la pièce, c'est je suis vraiment désolé. Elle va s'en aller. Est-ce que tu fais autre chose Oui, bien sûr. Il y a une dernière action. Au moment où elle s'en ira, Garwood restera silencieux pendant quelques instants, à l'espace de quelques minutes, avant qu'il ne fasse quelque chose qu'il n'avait jamais fait avant. Peut-être quelque chose de symbolique, peut-être qu'il en a besoin pour se libérer d'une certaine manière. Il va ôter son masque, ce masque qu'il n'avait jamais enlevé depuis qu'il avait endossé ce rôle de chaman, et ce depuis d'aussi longtemps qu'il s'en souvienne. Un masque qui lui avait tellement collé la peau que sûrement que quelques morceaux de peau avec... Enfin, comment dire, c'est presque comme s'il avait fusionné avec ce dernier. Quelques morceaux de peau s'en détachent, mais il fait fi de cette douleur. Et jusque-là, il avait été, ce chaman, étant l'intermédiaire entre son peuple et les esprits. Mais maintenant, il ne lui reste plus rien. Il n'a plus son peuple pour l'accompagner. Il n'entend plus la voix d'esprit. Tout est silencieux dans sa tête. Et pour la première fois, il va révéler son visage sûrement à Morsk et au reste de ses compagnons morts. Et va peut-être se mettre à pleurer et va dire: je te le promets, Morsk, je survivrai. Et je serai le dernier d'entre nous. Jusqu'à la fin. Et il va laisser tomber le masque. Aki Peter, tu as couru tout ce que tu pouvais pour arriver le plus vite possible, mais malheureusement un choix a été fait. Et très rapidement, même ça t'étonne un peu, Yeri et Deron n'ont pas tardé à te rejoindre. Ce qui va se passer, c'est que la bataille aura duré toute la journée et que, finalement, vous arrivez lorsque le soleil, commence à décliner et que l'obscurité grandit. Cette obscurité est tranchée par, les flammes de la communauté villageoise qui se trouvait aux alentours, autour du fort, et qui a été victime de l'attaque de plusieurs centaines de fantassins. Fantassins qui ont fait un massacre, vous le comprenez très rapidement. Vous voyez partout autour de vous des cadavres de villageois, de soldats, parfois même d'enfants. Et ce qui attire votre regard le plus, c'est la montagne de cadavres de soldats qui se trouve en face de vous. Qui est vraiment, quand je parle de montagne, c'est à peine exagéré, c'est un amoncellement de corps. Et franchement, vous avez l'impression qu'il y a une cinquantaine, soixantaine, peut-être même plus. Et en haut de cette montagne, au travers des flammes qui dansent de l'obscurité, de cette nuit qui commence à tomber, vous pouvez voir Arthur Sanglevent tenir fermement ses deux armes, ses deux épées,
complètement ruisselant de sang et complètement immobile, mais il est debout, je précise. Qu'est-ce que vous faites? Je reste silencieux. Je reste silencieux et je reste les yeux emplis par les flammes. Est-ce que c'était la bonne décision ou non? J'ai peur. Je reste stoïque mais silencieux. Au fort intérieur, je savais qu'il fallait qu'on revienne, mais j'assume mon choix et je commence à avancer en marchant doucement. Vers Arthur. Ok, Peter. Pareil, je vais être silencieux. Je tiens toujours Siron. Et j'avance. Vous avez l'impression, au fur Et dans ma tête, là, putain, je savais que j'aurais pas dû les suivre. Et rester en arrière. au fur et à mesure que vous parcourez, eh bien, ces habitations, parce qu'il faut imaginer que c'est quelque chose de plus grand. Il y a des habitations qui sont complètement rongées par le feu, d'autres qui sont en train d'être incendiées, et c'est vraiment une route continuelle de cadavres qui arrive, eh bien, dans ce centre-là, avec eh bien, Arthur Sanglevent en haut de cette pile-là. Il ne bouge pas du tout, il y a des gouttes, vraiment, c'est comme si c'était baigné dans une piscine de sang. Basiquement, il y en a absolument partout. Il ne bouge pas du tout. Et l'odeur est un mélange de pas de putréfaction, mais un mélange de fer, de bois brûlé, de cendres, de sang et de transpiration, qui produit un mélange très particulier qui, eh bien, s'évanouit dans les flammes qui continuent de prendre. Est-ce que vous faites chez moi? quelque chose de plus? Bah moi je vais m'approcher à peu près au pied de la pile de cadavres, plus ou moins, enfin, du monticule. Et je vais dire une voix assez forte mais calme. Arthur. J'attends de voir s'il réagit. Quelque chose dans la posture de son dos te fait douter de si vraiment il s'agit de lui. Ça a l'air d'être complètement une autre personne. Et ce changement que vous avez pu voir en lui depuis le début de cette histoire semble avoir fini de s'opérer. Vous avez vraiment l'impression d'avoir littéralement une autre personne en face de vous. Mais il ne te répond pas. Il semble être dans une posture de gainage, on pourrait dire, en tenant fermement comme ça ses deux épées, la tête basse, avec les épaules extrêmement tendues. Face à l'absence de réponse, eh bien, de Arthur, l'un d'entre vous va grimper le monticule, eh bien, de cadavres pour aller, eh bien, en fait, avoir un contact physique directement avec Arthur. Et au moment où cette personne, eh bien, touchera l'épaule de Arthur pour lui demander, eh bien, si ça va, puisque c'est la seule chose visiblement qui vous traverse l'esprit dans de telles circonstances. Au moment où la personne touchera l'épaule de Arthur, ce que fera tout simplement Arthur, eh bien, c'est de s'effondrer complètement sur le monticule, sans vie. Non. Ce que vous allez remarquer, ce que vous allez voir au fur et à mesure de ce que vous allez faire, de ce que vous allez explorer, c'est que les morts, certes, ont été conséquentes au travers de la communauté villageoise, mais les morts ont été considérablement réduites par l'intervention d'Arthur, qui a fait l'exploit héroïque, non seulement d'affronter sans arbalétrier sur le front, mais qui, tout seul, eh bien, a essayé de s'interposer face à 250 fantassins. Il a fait tout ce qu'il a pu, relativement aux compétences que vous avez pu voir de lui face aux arbalétriers. Et il s'est pris des coups extrêmement violents. Il est dans le même état qu'a fini Ponce sur le front. Il a tenu tout ce que son corps pouvait tenir, au-delà même de ce que sa vie pouvait donner. Et bien finalement, il a rendu son dernier souffle. Vous le pensez, bien avant que vous arriviez pour le voir là.
De son côté, Talos, malheureusement, n'aura pas survécu à ses blessures qui étaient conséquentes et rejoindra, eh bien, son fidèle ami. Oh, le mur des disparus va être long. Du côté de Yeri, en effet, certes, les morts ont été diminués, mais ils sont tout de même conséquents et tu cherches, par la panique, des visages qui pourraient être familiers. C'est un petit peu égoïste, mais tu te concentres sur finalement les éléments concrets dont tu disposes pour ne pas devenir fou au travers de ce véritable enfer. Et en effet, tu vas retrouver certains visages connus, malheureusement. Ce que tu découvriras par la suite, c'est que Siegfried a fait de son mieux pour évacuer le plus rapidement possible la communauté d'Havresac. Il avait pris quelques mesures pour bien privilégier la fuite de Havresac au détriment des autres. Tu ne sais pas si vraiment tu peux lui en vouloir. Et parmi ceux qui manqueront, il y aura Eustache Crossalé, qui sera mort. Donc le père de Sylvia et le mari de Céline. Oh non. Théodore Papa est Grivel. Ah, il a changé de TP lui. Marianne Champépine. Pas là-haut, il faut. Et C'est là où il faut qui Ivan Trouffleur. Non. Non. Blague possible. En ce qui concerne, Siron, malheureusement, il ne répond pas. Akipiter, tu feras tout pour essayer de le sauver, mais son corps sans vie, presque craquelant, ne répondra à rien de ce que tu pourras faire. Et il y a Gauthier qui arrivera vers toi. On va dire l'air tranquille, plus ou moins. Non pas qu'il s'intéresse pas à la situation ni que ça ne l'impacte pas, mais il semble être empreint d'une belle espérance. Et te dira que, Siron peut être heureux, car il est mort dans la gloire et dans la grâce de la lumière, ce qui n'est pas donné à tout le monde, et que, nul ne sait ce que la lumière nous réserve, et que peut-être, avec cette action de grâce que, ton ami a réussi à faire, peut-être qu'il lui sera accordé une autre vie. Il ne peut pas te le garantir, mais il te le dit qu'il faut espérer. Et il te dit également que c'est la seule chose que l'humain peut faire. Espérer. Est-ce que tu fais autre chose? Ou est-ce que tu lui réponds à quelque chose? Non, mais sur l'état de mon cadavre, je pense qu'à ce niveau-là, tu verrais qu'il commence à s'envoler avec le vent, enfin, en gros, ces cendres commencent à disparaître dans un vent, un peu comme le snap de Thanos, tu vois, le côté des... Moi, Bol le de mort, sel oui. que tu mets en plus. Terrible. Hein. Oh my god. Akipiter. Et il ne restera que le médaillon de la hache. Alors Dans tes en mains. vrai, alors pour la blague, c'est ça. En fait, pour la blague, tes cendres s'envolent et s'envolent jusqu'à un autre personnage qui ressent un souffle sur lui. Il se retourne dans sa barbe. J'entends le vent. Pardon, mais je sais pas. Le vent me dit qu'un ami. Oh, c'est trop triste. Pendant Le ce vent temps, pleure ce soir. à des milliers de lieues de là, Uther et Sinen, un coup de vent, il se prend un coup de vent dans la figure. Uther en mode Yoda. Enfin bref. Catch up, bitch. Uther en mode Yoda, Yoda, ce soir. Uther en mode Yoda qui ressent toutes les morts de Jedi. C'est ça, c'est ça. Non, mais en vrai, blague à part, il ne reste que le médaillon. Je vais prendre le médaillon, que du coup j'ai porté, que je vais mettre à mon cou. Et ensuite comme un rapace, et le loot, non je plaisante. Non, en vrai, je vais juste prendre ton médaillon. Je vais juste prendre le médaillon. Il loot Et je dirais juste... J'avais dit que je te ramènerais à Uther. Je tiendrai cette promesse. Et j'aimerais finir ce scénario sur une petite citation d'un auteur très connu qui est Tolstoï et qui dans son ouvrage très célèbre Guerre et paix écrit ceci. Il faut accepter l'effroyable nécessité de la guerre, sérieusement, avec austérité. Assez de mensonges comme cela. Il faut la faire comme on doit la faire. Ce n'est pas un jeu. Autrement, elle n'est qu'un délassement à l'usage des oisifs et des frivoles.
La classe des militaires est la plus honorable, et cependant, à quelle extrémité n'en viennent-ils pas pour assurer leur triomphe? Quel est, en effet, le but de la guerre? L'assassinat. Ses moyens, l'espionnage, la trahison. Quel en est le mobile? Le pillage et le vol pour l'approvisionnement des hommes, c'est-à-dire le mensonge et la duplicité sous toutes les formes et sous le nom de ruse de guerre. Quelle est la règle à laquelle se soumettent les militaires? À l'absence de toute liberté, c'est-à-dire à la discipline qui couvre l'oisiveté, l'ignorance, la cruauté, la dépravation, l'ivrognerie. Et cependant, ils sont universellement respectés. Tous les souverains portent l'uniforme militaire, et celui qui a tué le plus d'hommes reçoit la plus haute récompense. Qu'ils se rencontrent comme demain par exemple, des milliers qui s'estropient et se massacrent, que verrons-nous après? Des tédéums d'actions de grâce pour le grand nombre de tués, dont d'ailleurs on exagère toujours le chiffre, puis on fera sonner bien haut la victoire, car plus il y a de morts, plus elle est éclatante. Vous avez ressenti en vous-même le poids de ces mots, et goûté une part de ce mets terrible qu'est la guerre. D'une certaine manière, j'aimerais pouvoir vous dire que ce n'est qu'une histoire et que la réalité est différente. Mais la vérité, c'est que, indépendamment des lieux, des époques et des univers, même dans ceux de la fiction, la guerre ne change pas. Après la bataille, vient le temps du deuil. Ce temps étrange, en dehors de l'histoire, où chacun compte ses morts, recolle les lambeaux de son ordre, essaye d'organiser ce qu'il reste et rend mémoire comme il peut à ceux qui le peuvent. Et alors que vous parcourez ce champ de bataille parsemé de visages d'anonymes, vous vient comme un coup de poing la réalité de cette phrase qu'aurait prononcée Wellington à la bataille de Waterloo. Ce qu'il y a de plus triste après une bataille perdue, c'est une bataille gagnée. Tandis que vous vous attelez à votre triste labeur, quel qu'il soit, votre esprit essaye de trouver un peu de repos en se perdant dans des pensées diverses. Quand vous repensez à toute cette histoire, une chose revient sans cesse. Vous n'avez cessé de rencontrer des gens qui vous disaient qu'ils n'étaient pas responsables. À croire que, à la guerre, personne n'est responsable. Et pourtant, nul n'est innocent, car comme vous l'avez appris, l'innocence est un luxe de la paix. Mais qui ou quoi est donc la cause de la guerre? Quelle force terrible pousse-t-elle toujours les hommes à s'entretuer? Et quel malin génie, pour reprendre les mots d'un philosophe, en a-t-il écrit les décrets, comme des lois physiques ou des énoncés mathématiques universels qui existaient de toute éternité et qui continuent d'advenir indépendamment des époques et des lieux. La guerre, vous l'avez compris également, peut certes être utile, certes être nécessaire, et parfois, on peut même aimer la faire pour certains hommes. Mais cette nécessité ne doit jamais faire oublier ce qu'elle n'est pas. La guerre n'est pas juste, la guerre n'est pas équitable, la guerre n'est pas honorable, et la guerre n'est certainement pas glorieuse. La guerre n'a ni visage, ni pitié, elle n'a ni morale, ni mémoire. Elle passe, et elle tue. Et les seules choses qu'elle laisse, ce sont des larmes et des questions sans réponse. La guerre est une fatalité, un fléau qui s'impose à nous et qui, pour reprendre les mots d'un très bon jeu, doit être craint comme un cataclysme, comme la foudre et la mort. C'est une fatalité qui s'impose à nous, malgré nous, et qui se déroule indépendamment de notre volonté. Quand le malheur l'amène à notre porte, il n'y a plus qu'à s'adapter aux aléas de ses fureurs et de prier le ciel d'en ressortir indemne. Toujours est-il que, dorénavant, vous n'aurez plus le même sentiment à l'écoute de ce mot. Vous ne pourrez plus l'utiliser à la légère comme quelque chose d'annexe ou de secondaire. Dorénavant, à la seule pensée de ce mot, votre peau frissonnera, vos poils se hérisseront, votre ventre se tordra, et une pointe naîtra au fond de votre cœur. Vous avez fait plus que la vivre, vous l'avez compris. Vous avez ressenti en vous-même le sens profond de ce mot pourtant si simple. La guerre.